la cybersécurité dans la mobilité. Je remercie Éric Lafay, responsable Argus France, et Aurélien Ars, responsable cybersécurité et OTH chez Aptiv, d'avoir accepté de nous parler de cybersécurité et de nous sensibiliser aux enjeux à court et long terme aujourd'hui. Voilà, je vais laisser la parole à Éric. Bonjour à tous. Donc, dans cette première partie, je vais en effet donner un peu une overview de ce que représente la cybersécurité dans le monde de l'automobile, mais de la mobilité en général. Donc, déjà, on s'inscrit dans un contexte avec des mégatrends qui influencent énormément notre secteur. Le premier, c'est la connectivité, donc c'est-à-dire la connexion du véhicule avec un certain nombre d'éléments de l'environnement. Et cette connectivité, elle augmente avec notamment tous les nouveaux réseaux, les standards, les protocoles de communication, et on verra ça un petit peu plus en détail. Il faut savoir que donc à l'horizon 2030, en gros, 95% des véhicules seront connectés. Le deuxième élément, c'est l'électrification, donc le déploiement des véhicules électriques compte tenu des réglementations environnementales, et donc qui amènent de nouveaux use cases et de nouvelles façons d'utiliser le véhicule, et aussi de nouvelles expositions à des échanges de données. Et ça représentera en gros 53% à l'horizon 2030 aussi des véhicules qui seront vendus en Europe. Le troisième élément important qui influence aussi ce secteur, c'est ce qu'on appelle la mobilité partagée. Donc, c'est les nouveaux usages, et avec en particulier des nouvelles fonctions comme l'accès à des véhicules sans clé avec un smartphone ou un autre accessoire. Et typiquement, c'est des fonctions que l'on voit beaucoup arriver aussi aux États-Unis, avec un taux d'utilisation assez fort. Le quatrième élément qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle le véhicule autonome, qui est peut-être un petit peu plus lointain, et en tout cas dans une moindre mesure avec un large déploiement tout de suite, mais qui qui prépare en tout cas une plus forte complexité, un plus fort contenu logiciel dans le véhicule, et donc qui va forcément influencer à moyen terme. Et on sait déjà que les constructeurs travaillent pour offrir en grande, on va dire, à grande échelle, des fonctions automatisées pour le véhicule. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le véhicule, là on focalise sur l'automobile, mais c'est aussi vrai sur d'autres types de véhicules, que ce soit le monde des camions, du véhicule utilitaire ou des véhicules spéciaux. On est donc dans un nouvel écosystème en croissance qui est impacté par un certain nombre d'éléments, puisque le véhicule fait partie maintenant de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et ça se caractérise par quoi? Par des véhicules qui sont maintenant ce qu'on appelle définis autour d'un software defined vehicle, c'est-à-dire que c'est vraiment le logiciel qui devient la partie la plus importante, la plus critique dans le développement du véhicule, avec l'arrivée, comme on l'a dit, des véhicules électriques à l'horizon 2025 en très fort taux, et puis l'augmentation des véhicules connectés. On a le fait de voir arriver des grands acteurs du monde du consumer, des operating systems comme Android, qui sont donc qui influencent les calculateurs ou les systèmes embarqués. On a des fonctions de mise à jour des logiciels over the air, comme ce qui se passe aujourd'hui sur un smartphone. On voit arriver des calculateurs de très haute performance pour pouvoir justement gérer cette complexité et ce nombre de fonctions qui sont dans les véhicules. Il y a des usages sur la gestion de flotte. Il y a un certain nombre de standards maintenant qui sont mis en place justement pour pouvoir appréhender ces nouveaux usages du véhicule. Et en particulier, mais Alexandre en parlera plus profondément, on a donc une réglementation qui va permettre de cadrer aussi et d'assurer que ce développement des logiciels dans le véhicule se fasse en toute sécurité et en toute fiabilité. Voilà, et puis on est aussi à travers la mobilité, les services, avec donc le déploiement de la mobilité 5G, qui sera aussi un impact important. Alors, les véhicules, en fait, en termes de conception et de design électrique, électronique, logiciel, là, je voudrais un petit message, c'est on symbolise le fait qu'il y a une très grande évolution ce qu'on appelle des architectures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour souligner aussi l'influence de tout ce qui
tout ce qui va amener l'exposition à de la connexion, à de l'accès du véhicule depuis l'extérieur. Et donc, il se traduit aussi, bien sûr, par un besoin de solutions adaptées en termes de cyberprotection. Alors, un petit résumé sur une échelle de temps qui est quand même relativement réduite, hein, puisque on a commencé à parler de cybersécurité dans le début des années 2000, donc 2010. On avait des systèmes de télématique très, très basiques hein, pour des fonctions d'échange de données liées à l'e-call ou ces choses-là, mais avec encore un nombre de fonctions très limité. Ensuite, depuis 2015, on a enrichi cette fonction télématique et donc on a aussi dû enrichir le contenu cybersécurité, notamment pour, on va dire, protéger tous les modules de type gateway qui permettaient de s'affranchir en tout cas d'attaques entre l'extérieur et le véhicule, mais avec un nombre d'accès assez limité. Et puis depuis 2020, donc on a des fonctions plus importantes avec notamment tout ce qui est mise à jour over the air. Des interfaces aussi avec les logiciels plus importantes entre le monde extérieur et le monde du véhicule. Et donc là, on a des solutions de ce qu'on appelle de cybersécurité pré-intégrées, donc le built-in. Et donc tout ça, on s'est rendu compte, quand je dis on, c'est l'industrie et le monde automobile s'est rendu compte aussi de l'exposition du véhicule. Et donc, d'où la mise en place d'un certain nombre de réglementations et de standards à respecter pour pouvoir justement assurer pour les utilisateurs finaux, donc une sécurité, une fiabilité, une robustesse de leur véhicule. On est maintenant sur la trajectoire qui va aller jusqu'en 2030 et donc on voit que le domaine cybersécurité devient vraiment incontournable avec des systèmes dont on doit vraiment penser, designer le concept en incluant cette protection aux cyberattaques. Et donc, ça change de façon très, très importante la façon de concevoir, de designer et de préparer ce fonctionnement. Et bien sûr, donc, on l'a dit un petit peu en introduction, à l'horizon 2030, on va donc vers ce qu'on appelle le Software Defined Vehicle, qui donc là va intégrer, ou en tout cas va amener un certain nombre de technologies et de concepts beaucoup plus puissants, beaucoup plus, avec des ruptures d'un point de vue développement et de design de logiciels, avec tout ce qui est l'augmentation de l'intelligence artificielle, le deep learning, d'autres éléments qui seront aussi abordés par Aurélien en fin de présentation. Et tout ça, ça sera vraiment, ça va rendre la nécessité d'augmenter la performance et l'efficacité des systèmes de cyberprotection. Alors, pour résumer, le véhicule, un petit peu, on parle de surface d'attaque sur un véhicule. Et ici, donc, j'ai symbolisé sur cette slide un petit peu les principaux vecteurs de connexion, d'interface auxquels le véhicule est exposé. Donc, il y a tout ce qui est donc lié à la télématique, c'est-à-dire l'échange de données entre le véhicule et son infrastructure, les connexions Bluetooth, notamment avec les équipements nomades, de type téléphone ou autre. Le V2X, donc c'est la communication entre le véhicule et d'autres véhicules, voire l'infrastructure, qui sera aussi avec des protocoles ou des standards particuliers. La partie donc diagnostic OBD, donc là c'est notamment dans tout ce qui est intervention de maintenance ou de diagnostic dans le garage. Il y a aussi en termes de connectivité, bien sûr, le Wi-Fi pour la mise à jour over the air, pour des différentes services ou applications qui peuvent être offerts par certains acteurs. Il y a tout ce qui se passe au niveau de la partie fin de sortie de chaîne de production, configuration du véhicule et autres. Et puis, il y a tout ce qui est autour de l'infotainment, donc notamment dans le cockpit, où on a un nombre maintenant de services et de fonctions illimitées, puisque en gros, vous pouvez retrouver dans votre véhicule tout ce que vous utilisez sur un smartphone ou dans vos divertissements. Donc, voilà, donc tout ça, ça montre un petit peu le spectre des risques ou en tout cas des opportunités d'échange, d'intrusion dans le véhicule. Et donc, c'est pour ça qu'on doit mettre en place ce qu'on appelle donc une gestion de la vulnérabilité de façon très, très adaptée. Alors, globalement, ici, sur cette slide, ça permet d'un petit peu de représenter l'ensemble du système, ce qu'on appelle le système end-to-end, qui va de la détection d'intrusion
jusqu'au centre de, on va dire, de gestion des opérations de sécurité, c'est-à-dire de la surveillance du fonctionnement logiciel d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules. Et donc, cette vue permet de comprendre les éléments, donc entre la détection, quand on est dans la surveillance d'intrusion, la surveillance de fonctionnement de chacun des calculateurs, des données qui rentrent ou qui sortent du véhicule, du comportement des applications ou des services nécessaires. En fonction de ce qu'on observe, on va pouvoir donc détecter si c'est normal, si c'est nominal, ou si justement on détecte une anomalie, un dysfonctionnement. Et dans ces cas-là, donc on aura donc prévu et développé des solutions soit d'intervention en termes d'inhibition d'une fonction, de blocage d'un service, et surtout pouvoir ensuite télécharger des corrections, des patchs, ce qu'on appelle, ou une correction qui permettra donc d'améliorer à nouveau ou de pallier à une faiblesse de fonctionnement ou à une faille de fonctionnement possible ou une exposition à une cyberattaque. Et tout ça, bien sûr, après, est enregistré, on a un historique, on augmente les bases de données et la connaissance un petit peu des différents points de stabilité, de faiblesse. Et donc, cela sert, donc on est en apprentissage régulier et on va donc pouvoir robustifier au fur et à mesure le système donc de gestion de la cybersécurité. Alors, pour terminer et avant de passer la parole à Alexandre, quelles sont les motivations? C'est intéressant de comprendre un petit peu dans cet environnement d'où vient ce problème de cyberattaque. En gros, il y a 3 gros clusters, hein. Le premier, c'est la recherche de profit en prenant le contrôle d'un véhicule. Ouais, donc, ça peut être pour le voler, ça peut être pour faire des demandes de rançon, ça peut être de forcer à utiliser ou à payer certaines fonctions activation, enfin, certaines applications ou services. Voilà, c'est dans un but vraiment financier. Le deuxième, c'est dans un but de voler des données, des informations, soit de surveillance de quelqu'un, donc de géolocalisation, de prendre des contacts. Voilà, donc c'est vraiment le vol de contenu ou de données. Et puis le troisième, qui est encore très particulier, c'est la prise de contrôle du véhicule pour l'amener dans des situations très dangereuses. On peut décider de prendre à distance donc le contrôle de certaines fonctions comme le contrôle moteur, le freinage, certaines applications, et soit empêcher son utilisation, soit l'emmener vers des situations d'accident ou autre. Voilà, donc c'est un petit peu, et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout ça, quand ça se produit, il y a des impacts. Alors, il y a bien sûr un impact financier, puisqu'à la fin, le constructeur ou le propriétaire de la flotte des véhicules doit intervenir. Et donc, au global, c'est une attaque sur l'image de la robustesse, de la fiabilité d'un véhicule ou d'une marque. Et derrière, il doit y avoir aussi un certain nombre d'impacts financiers, soit liés à des campagnes de rappel, soit à des poursuites judiciaires ou autres. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive dans un montant, en termes de perspective, si les choses évoluent comme on les pressent, vers des montants énorme, hein, donc à l'horizon 2025, puisque là, une étude a été faite qui parlait de 24 milliards de dollars. Donc clairement, bon, voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment indispensable de se prémunir et d'avoir une solution de cybersécurité fiable et vraiment dans laquelle on puisse avoir confiance et qui permette de sécuriser le comportement et l'utilisation des véhicules. Voilà, je vais passer la parole à Alexandre. Merci Eric. Alors, la suite, en fait, on voit qu'avec toute la cybersécurité, on a des surfaces d'attaque sur le véhicule, on a potentiellement des dommages, on a des dommages financiers, des dommages physiques. Donc, quelle a été la réaction en fait au niveau européen? Et il y a eu la création de ces nouvelles réglementations, donc la réglementation 155 et la réglementation 156, qui sont toutes les deux liées, l'une sur la cybersécurité, l'autre plus sur la mise à jour du véhicule.
Donc tout ça, maintenant, il y a une obligation légale sur la cybersécurité pour l'homologation des véhicules en Europe, mais aussi dans d'autres pays, comme on va le voir. Donc, qu'est-ce que cette réglementation a mis en place? Elle a mis en place trois aspects importants. Un aspect process ou organisationnel. Sur la cybersécurité, c'est principalement basé sur le ISO 21434. C'est d'organiser l'entreprise au niveau, de se préparer à la cybersécurité, donc au niveau de la gouvernance de l'entreprise, au niveau awareness des employés, training, mais aussi au niveau du process de développement des produits, au niveau du modèle en V, de la documentation, et pour le développement du produit, mais aussi après, pendant la vie du produit, le suivi des attaques, des vulnérabilités, les corriger et informer sur ce qui se passe sur les produits. Donc tout ça, c'est la partie process de cybersécurité que tous les différents acteurs sur la chaîne d'approvisionnement pour le véhicule doivent respecter ce process et intégrer une partie du process dans leur process interne de développement. On a la même chose sur la software update. Il y a aussi une partie process. Pour l'instant, elle n'est pas encore, à ma connaissance, mise en obligatoire, on va dire, là-dessus. Mais c'est aussi à intégrer dans le process. Après, il y a une partie système. Au niveau cybersécurité, donc c'est une analyse exhaustive des menaces et des risques sur le véhicule, mais aussi sur les composants, sur le software, sur les différents éléments qui sont assemblés et intégrés dans ce véhicule, et la création des requirements et concepts qui vont avec cette analyse. Au niveau software update, eh bien, la même chose aussi, on a des requirements, aussi une analyse à faire au niveau déploiement de la mise à jour, et des requirements au niveau de comment on peut garder cette mise à jour, qu'elle soit safe pour le véhicule et pour l'utilisateur, et que la partie identification du software et hardware soit protégée dans le véhicule et qu'on puisse la lire pour vérifier que le véhicule est toujours homologué. Et le troisième aspect, c'est un aspect technique. Il y a un aspect technique qui est finalement peut-être le plus intéressant au niveau des fournisseurs. C'est il va falloir implémenter toutes ces solutions de cybersécurité. Il va falloir implémenter des mécanismes qui permettent de détecter, d'enregistrer et éventuellement de protéger contre ces attaques. Pour la cybersécurité, pour la mise à jour, il faut ces mécanismes qui permettent de mettre à jour le software ou les éléments de software dans le véhicule, tout en maintenant une identification et la traçabilité du software qui sera demandé par la régulation. Donc au niveau de l'homologation, pour l'instant c'est au moins 54 pays, mais en fait c'est plus actuellement, et plus de 32 millions de véhicules, mais peut-être 100% des véhicules en fait, puisque les États-Unis et la Chine s'alignent aussi sur les mêmes demandes que la régulation qui a été définie par l'Europe. Voilà. Je vais passer à la slide suivante, si ça marche. Ah, parfait. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer aussi dans le futur? Parce qu'on parle beaucoup des véhicules aujourd'hui, mais il faut aussi penser au véhicule futur qui est le véhicule défini par software. Donc, au niveau du véhicule, du SDV, donc Software Defined Vehicle, quels vont être les changements fondamentaux dans l'approche qu'on a de développer ces véhicules? Donc, au niveau du hardware, on passe, bien sûr, on centralise l'architecture du véhicule et on passe d'une cinquantaine ou plus d'ECU à quelques-uns qui sont centralisés où vont tourner toutes les applications. On a une approche au niveau du software, on avait une approche monolithe, on passe à une approche modulaire ou microservice. Et au niveau du middleware, on avait une approche plutôt real-time OS embarqué pour retourner ces monolithes justement à une approche de containerisation ou une approche en tout cas modulaire encore une fois pour pouvoir avoir une flexibilité sur le software, pour pouvoir manager les ressources et intégrer différents softwares de différentes sources sur ces unités centralisées. Et au niveau du développement, eh bien, on passe d'une approche waterfall à une approche plutôt CI/CD ou DevOps.
qui met en place beaucoup de tests unitaires sur tous ces containers ou ces blocs de software tout au long du développement et même après quand le véhicule est sur la route. Donc les challenges de la cybersécurité, comment on peut garantir que quand on centralise en fait tout ce hardware, comment on peut garantir l'accès aux ressources et la communication et que la data est protégée et sous contrôle. Au niveau de l'architecture software, comment on peut garantir que les risques sont protégés, en tout cas qu'on a une protection du véhicule au long terme aussi avec toutes les combinaisons et toutes les mises à jour qu'il peut y avoir dans le véhicule. Au niveau du middleware, le middleware va être vraiment important pour le SDV. C'est toutes ces applications, elles vont devoir se baser sur le middleware et lui faire confiance. Comment on peut faire confiance que le middleware va être suffisamment robuste et avoir les sécurités nécessaires pour exécuter et faire tourner tous ces différents softwares qui vont venir de différentes sources, différents fournisseurs, avec différentes qualités, différentes criticalités aussi. Et le dernier, comment on peut garantir que la supply chain au niveau software est aussi en place correctement. C'est les différents challenges qui nous attendent au niveau de la cybersécurité dans les années à venir. Alors, le principe du hacking, c'est une version un peu simplifiée, mais on en a parlé un peu avant déjà des attaques surface. C'est un exemple ici comment on attaque le véhicule. Alors, il y a différents niveaux d'attaque qui peuvent, ou en tout cas différents niveaux d'accessibilité aux véhicules qui peuvent être faites. Celle dont la plus redoutée ou celle dont on se méfie le plus, bien sûr, c'est celle qui permet d'attaquer la flotte de véhicules et c'est celle qui permet d'attaquer depuis son sofa complètement en remote les véhicules, typiquement en exploitant des vulnérabilités du back-end ou en exploitant l'accès à la mise à jour du véhicule. On peut après pousser des softwares dans le véhicule qui vont permettre d'escalader au niveau des privilèges, de prendre le contrôle de certains modules, de prendre de plus en plus de contrôle jusqu'à pouvoir accéder aux ECU qui sont critiques dans le véhicule, qui permettent de contrôler les freins, le démarrage du véhicule, la conduite ou la conduite autonome si c'est un véhicule autonome. Donc, on retrouve ici les mêmes problèmes qui avaient été adressés par Eric. On peut avoir des objectifs financiers, de bloquer les véhicules, de demander des rançons, mais aussi jusqu'à des objectifs même de dommages physiques sur les personnes en contrôlant ces véhicules s'ils sont autonomes pour attaquer, pour faire ces dommages. Voilà. Alors ça c'était donc la dernière slide un petit peu sur qu'est-ce qui aussi au niveau long terme, quelles vont être les disruptions qu'on attend, surtout au niveau de la cryptographie. Donc on parle beaucoup, enfin il y a beaucoup de discussions en ce moment sur le post-quantum cryptographie ou le post-quantum compute. Donc c'est quelque chose qui va arriver, c'est encore difficile de dire quand est-ce que ça va arriver. Il y a beaucoup de discussions sur est-ce qu'il faut se protéger déjà maintenant, est-ce qu'il faut préparer pour la suite, est-ce qu'on a besoin de considérer ça déjà pour les véhicules qui vont être en production maintenant ou qui vont rentrer en production. Donc, quels sont les problèmes? En fait, on a des avancées technologiques très importantes au niveau de la connectivité, puisqu'on ne veut plus avoir des véhicules, bien sûr, qui sont tout simples et mécaniques. On a des véhicules qui sont connectés, comme Eric l'a dit, qui sont des IoT, donc qui font partie des éléments connectés. Ils ont de plus en plus de moyens de se connecter au niveau wireless avec les connexions avec l'infrastructure, les connexions mobiles, les connexions entre véhicules, mais aussi au niveau connecté physique avec la station de recharge, par exemple, quand on veut recharger son véhicule. Et toute cette connectivité, ça demande aussi une certaine agilité au niveau de la cryptographie. Donc, on passe de plus en plus vers une cryptographie orientée public key infrastructure, avec des certificats, avec de la symétrique, avec du RSA, avec du ECC, qui permettent d'être beaucoup plus agile sur la cryptographie.
Typiquement, le véhicule est au moins pour 10 à 15 ans sur la route et il faut se préparer aux vulnérabilités futures. Et ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport à un IoT ou un serveur. C'est qu'on parle de 10 à 15 ans d'utilisation ici sur la route et avec un véhicule qui éventuellement n'est pas connecté tout le temps, avec un véhicule qui est dans un garage, avec un véhicule qui n'a pas forcément la flexibilité d'un serveur pour se mettre à jour au niveau de la sécurité. Et là-dessus, le post-quantum computing qui arrive, qui présente une menace pour tout ce qui est cryptographie traditionnelle, typiquement, qui est utilisée aujourd'hui, typiquement cette cryptographie qui est agile, donc la cryptographie asymétrique est très sensible à l'attaque post-quantum, qui ces ordinateurs pourront éventuellement casser ces cryptos type RSA ou ICC de manière relativement rapide, ce qui leur permettrait d'accéder à certaines data, d'accéder à certaines communications qui sont aujourd'hui encryptées. La cryptographie symétrique, pour l'instant, n'est pas inquiétée par le post-quantum, mais elle n'est pas très agile non plus, donc c'est pas vraiment un avantage pour le véhicule connecté. Donc voilà, on a besoin de se préparer à cette cryptographie quantum, post-quantum, qui va arriver et qui va être là dans peut-être 10 à 15 ans ou 20 ans, mais comme on fait des véhicules qui doivent rester longtemps sur la route, il faut se préparer aujourd'hui, au moins vérifier que le système peut être mis à jour pour supporter les nouveaux algorithmes post-quantum, sachant qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore validés complètement et qu'il y a encore du travail pour les valider. Il faudra encore plusieurs années pour les tester et être sûr que ces algorithmes sont robustes. Voilà, je pense qu'on était arrivé à la fin, Xavier, si je ne me trompe pas. Merci messieurs pour cette présentation. Maintenant, je vous propose, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à poser les questions qui auraient pu naître suite à cette présentation. N'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour, je me permets, alors Manuel Rochat, département cyber expertise côté Enedis. Une question, est-ce que vous vous êtes penché, alors c'est très focus centrique, très intéressant autour du véhicule, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes également penché sur la cybersécurité par extension? On parlait de surface d'exposition. Est-ce que vous êtes également penché sur la cyber autour de la borne de recharge et donc qui potentiellement au travers d'une borne, la compromission d'une borne pourrait également atteindre une flotte de véhicules ou un véhicule et donc être vulnérable aussi au travers, on va dire par rebond d'une borne et atteindre le véhicule en question. Est-ce que vous êtes penché sur ce type de scénario de compromission? Je peux juste faire une première réponse en tant que fournisseur de solutions purement cybersécurité. Oui, clairement, d'ailleurs, ça a été évoqué à diverses reprises dans cette présentation, les bandes de recharge, l'électrification, bien sûr, est un des éléments qui influence aujourd'hui l'environnement de la mobilité. Et d'ailleurs, c'est un des points qui avait été un petit peu, on va dire, sous-estimé, puisque les premières générations, justement, n'avaient pas été assez designées ou en tout cas préparées à cette exposition, puisqu'en effet, au-delà de la charge, il y a des échanges de données entre le véhicule et l'infrastructure de recharge, puisqu'il y a le paiement qui intervient, etc. Il y a un certain nombre d'informations qui circulent, et clairement, la fonction de recharge est un des canaux d'intrusion possible. Donc oui, c'est dans les use cases, qu'on appelle ça, dans les applications sur lesquelles on travaille et que l'on prend en compte dans le plan de validation, dans le plan d'analyse des risques. Oui, tout à fait. Hein. Donc le véhicule to grid est une des fonctions qu'on protège dans le véhicule. On l'a vu récemment encore, il y a eu une attaque qui a été publiée en tout cas récemment, où un véhicule pouvait être attaqué en utilisant la borne de recharge, et c'est quelque chose qui, je pense, va arriver de plus en plus souvent.
Donc c'est pas que le sans fil, mais aussi la borne de recharge qui est un point important de protection des véhicules. D'accord, très bien, merci. De rien. Si d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour, Franck Régnier. J'ai une petite question par rapport à votre présentation, ce que vous appelez le SDV, le Software Defined Vehicle. À quel horizon vous voyez ça? Parce qu'aujourd'hui, on est encore très loin de ce type de solution. Oui, tout à fait. En fait, je pense que Eric avait évoqué sur ses slides 2030. Je pense que certains, en tout cas partiellement, il va y avoir des véhicules qui vont se rapprocher du SDV déjà peut-être en 2027, 2028 sur les routes, mais c'est plutôt à l'horizon 2030 que le SDV va commencer à se démocratiser. Donc, c'est une petite révolution quand même pour les équipementiers de rang 1 en tout cas. Tout à fait. Je me permets d'intervenir juste parce que moi, je connais bien le client Renault. Et Renault communique dès 2026 le premier véhicule SDV sur la plateforme FlexiVan, donc dans le nord de la France. Donc c'est encore plus tôt que ce que. Enfin, après, dans quelle mesure ce véhicule sera vraiment SDV par rapport à ce que vous avez pu présenter. Mais voilà, ça peut arriver encore plus vite que prévu. Et je pense Tout à que fait. vous avez raison. Ce qu'il faut retenir, c'est la tendance. C'est la tendance. Après au-delà de la. Là, il faut, sans vouloir sortir du sujet de ce webinaire, le software defined vehicle, il amène aussi d'autres complexités, d'autres contextes, d'autres dépendances. Voilà, c'est pour ça que la date d'arrivée peut éventuellement, en effet, bouger légèrement d'un acteur à l'autre. Mais en tout cas, c'est une tendance et sur laquelle on se prépare tous. Oui, bonjour Patrick Fay. J'aurais une question. On voit un peu deux vitesses entre les fournisseurs qui maîtrisent l'UNR 155, 156 et tous les aspects réglementaires qui arrivent, comme le CRA, etc. Et d'autres fournisseurs qui vont être, par leur taille, qui est moins critique, etc., presque exclus de facto de certains développements. Comment vous voyez la survie de ces plus petits fournisseurs qui sont nécessaires à l'écosystème et pour qui l'aspect réglementaire devient trop imposant? Alors, je vois qu'Aurélien réfléchit quelques secondes. Moi, la seule chose que je peux dire, pour être en effet très peu focalisé sur ce sujet-là, en fait, justement, ces petits constructeurs, ils ont besoin justement de plus entre guillemets, d'accompagnement ou de support. Et donc, c'est ce qu'on amène. Certes, alors que les grands OEM ont peut-être déjà de par leur obligation sont, on va dire, équipés d'un point de vue organisation, planification, compétences, et donc anticipent de façon plus facile ce déploiement de réglementation. Il faut savoir aussi qu'ils sont aussi partie prenante dans les discussions qui préparent ces nouvelles réglementations. Voilà, donc, mais c'est pour ça qu'il existe des solutions et des entreprises comme nous, on va dire, pour accompagner et pour aider ceux qui n'ont pas directement la compétence ou les outils pour le faire. Je pense qu'au niveau des fournisseurs, il y a aussi la possibilité d'accompagner les fournisseurs pour les aider, les guider vers l'établissement du process dans leur organisation, sachant que il y a aussi l'aspect out of context et off the shelf qui peut être travaillé aussi dans la partie ISO du standard sécurité, qui n'est pas beaucoup développé encore pour l'instant, mais qui pourrait permettre justement aussi à des plus petits fournisseurs d'avoir un aspect documentation peut-être allégé
pour pouvoir s'inscrire quand même dans le procès et dans les state of the art de la cybersécurité. J'ai vu qu'il y avait une question aussi dans le chat. Hein. Quelqu'un qui demande si on peut avoir accès au support de la présentation. Ça, c'est à voir. Ah, d'accord, c'était ça. Pardon. Alors, moi j'ai une autre petite question, toujours Manuel Rochat, pardon. Est-ce que d'un point de vue réglementaire, à l'échelle européenne, voire nationale, est-ce qu'on se dirige, enfin selon vous, hein, ça c'est purement une question prospective, est-ce qu'on se dirigerait dans les prochaines années également vers des possibilités de certification, cybersécurité sur l'état de l'art d'un véhicule électrique, d'un véhicule connecté? Est-ce que d'un point de vue réglementaire ou référentiel réglementaire? Certification ou plutôt estimation de la qualité de la sécurité qui a été mise en place, ou comment vous voyez ça plutôt? Parce que je pense l'homologation, enfin l'UNR 155 va finalement forcer l'homologation du véhicule donc, pour la sécurité. Le problème de l'UNR aujourd'hui, c'est qu'elle ne définit pas vraiment un niveau de sécurité à atteindre, elle définit une documentation à fournir. Mais il y a une discussion aussi de comment on pourrait définir différents niveaux de sécurité qui sont atteints, même si c'est toujours un peu difficile de définir ça pour la sécurité. Je ne sais pas si c'était ça qui vous intéressait plutôt. Si, Ouais. exactement. Enfin, on est dans le déclaratif au niveau du règlement, enfin, sur la partie réglementaire. Voilà. Juste, est-ce qu'on, selon vous, dans le paysage, on allait vers une qualification, une certification, un tampon quelque part, avec un minimum, niveau minimum atteint requis, quoi. C'était ça ma question. Oui, je pense que ça va dans cette direction. Et il y a même des idées de mettre un certain niveau, comme il y a dans la safety avec l'asile A, B, C, D, de pouvoir mettre des niveaux même de sécurité à atteindre, même si ce n'est pas encore défini pour l'instant. Très bien, merci beaucoup. Ouais. Si encore d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Peut-être une question qui peut s'ouvrir au débat, c'est la question de comment recruter. Il va y avoir beaucoup de besoins en la cybersécurité prochainement, et comment attirer les jeunes et moins jeunes à faire de la cybersécurité. Oui, je pense qu'effectivement, comme tu mentionnes, Xavier, il va y avoir, pas que dans l'automobile hein, d'ailleurs, mais dans tous les secteurs, il y a une forte demande, et aujourd'hui, il y a un manque d'ingénieurs en cybersécurité. Ça peut être aussi, pour revenir sur les plus petits fournisseurs, ça peut être aussi un poids assez certain au niveau du coût, parce que c'est des profils qui sont difficiles à trouver, et, du coup, de la recherche. Donc, du coup, c'est des profils qui ne sont pas forcément évidents à trouver, qui coûtent relativement cher et qui sont nécessaires pour faire toute l'aspect réglementation. Au niveau, je pense qu'il faut, il y a beaucoup de choses à faire dans la cybersécurité. C'est un métier qui est très passionnant, et beaucoup de gens des gens qui sont intéressés par la technologie, mais qui ne sont pas forcément un background de sécurité, ils ont encore beaucoup l'opportunité maintenant de basculer vers la cybersécurité. C'est encore un terrain très ouvert qui permet à beaucoup de gens, et il n'y a pas forcément beaucoup de formation là-dessus, pour l'automobile en tout cas, et qui permet à beaucoup de gens de basculer dessus et d'avoir de pouvoir s'éduquer en tout cas à l'intérieur de l'entreprise une fois qu'ils ont rejoint l'entreprise. Oui,
Je pense que c'est mon point de vue en tout cas. Je ne sais pas si d'autres personnes ici dans l'audience ont différents points de vue. Peut-être qu'on peut rajouter, c'est qu'en effet, c'est un domaine où on va dire l'expertise est vraiment incontournable parce que on doit offrir un niveau de confiance dans la solution qui est proposée. Et donc, c'est clair qu'en effet, d'une part, il va y avoir des besoins, mais donc, moi, je pense qu'on peut faire confiance au système de formation pour monter progressivement en puissance et répondre à la demande. Mais peut-être que dans la phase en fait intermédiaire, aussi l'une des solutions qui est proposée ou qui existe, c'est justement d'arriver à faire soit des partenariats, soit de la coopération ponctuelle entre les différents acteurs pour pouvoir apporter ce type de service, voilà, ou en tout cas répondre à ce besoin, parce que clairement la mobilité connectée va l'exiger. Mais je suis d'accord avec Aurélien, c'est un secteur d'avenir très intéressant. Peut-être que d'un premier abord, c'est moins, on va dire, attractif en termes de valeur créée, mais comme ça devient incontournable et très très utile, voilà, le besoin est très très important, donc je pense que ça va créer des vocations. Merci. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser. Sinon, on va pouvoir clore ici notre webinaire. Merci encore Aurélien et Eric d'avoir présenté ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. La FIEV proposera un nouveau webinaire, toujours sur la même thématique de la cybersécurité, début juin. Voilà, la communication sera faite prochainement. Et ce sera autour des services qui sont proposés au sein du Cybercampus à Paris. Donc voilà, ça sera présenté par quelqu'un de ZF et quelqu'un du Cybercampus. Voilà, merci encore pour votre participation et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci Xavier. Merci Eric. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.